présent. Merci, Monsieur le Président. Alors, écoutez, je vais commencer par le dernier qui a parlé, puis on reviendra sur le précédent. Alors, évidemment, la mise à disposition du contrat et de ses annexes, vous faites bien de le dire, c'est une grande préoccupation de ma part, puisque dans le cadre de mes fonctions en tant que rapporteur du rapport spécial transport, je vous avais déjà précédemment demandé ce rapport que vous m'aviez envoyé biffé. Il a fallu que je vous le redemande pour que vous me l'envoyiez non couvert par le soi-disant secret des affaires. Et donc, effectivement, c'est de ma part une grande préoccupation, et tellement grande préoccupation que j'ai pris la peine de vous le redemander dans le cadre de la commission d'enquête, et que désormais, l'ensemble des membres de cette commission d'enquête en disposent, à savoir le contrat et les annexes, et évidemment permettant ainsi que les députés puissent jouer pleinement leur rôle de contrôle et d'évaluation des politiques de l'État. Et donc c'est bien dans ce cadre-là que ces demandes ont été faites et que maintenant nous disposons de ces documents qui nous permettent, dans la troisième partie, de poser les questions utiles sur ce sujet-là. Mais comme nous sommes sur le volet environnemental, je vais revenir sur le volet environnemental. De la même façon, sur la question des flux libres, on en reparlera, puisque vous le valorisez sur le volet environnemental, mais il y a aussi des conséquences sur d'autres aspects que nous verrons dans la deuxième partie, qui sera la partie sur les évaluations économiques, sociales et tarifs. Et donc, nous ne manquerons pas de reparler de ce sujet lorsque nous nous reverrons, puisque vous aurez le privilège de revenir à chacun des volets qui sera le volet environnemental, puis le volet économico-social, puis le volet financier, et comme ça, vous pourrez vous satisfaire d'avoir couvert l'ensemble des procédures et l'ensemble des éléments du contrat. Donc, je voudrais revenir sur quelque chose qui me tracasse concernant ce que vous venez de dire. C'est parce que j'avoue avoir un trou juridique sur le sujet, parce que sur la question numéro 2, vous me dites que c'est sur la question justement de la politique de 1% paysage et de cadre de vie, vous me dites que ce n'est pas réglementaire et que ça relève du contrat. Alors j'avoue que cela voudrait dire, si je comprends bien, que en fait ça pourrait ne pas y figurer. Première question. Et deuxième question, si tel est le cas, pourquoi, si ça y figure, est-ce valorisé, plafonné à 500 000 euros? D'où sortent ces 500 000 euros puisque vous me dites que pour le contournement de Strasbourg, c'était également 500 000 euros. Mais comment, au niveau de l'État, vous évaluez 500 000 euros qui puissent valoir tout aussi bien pour la 69 que pour le contournement de Strasbourg ou potentiellement une autre retour? Donc s'il y a bien un plafond, c'est qu'il y a bien quelque part une base qui vous permet de le considérer comme ce plafond. Ensuite, sur le fonds de compensation agricole, donc, qui est distinct des mesures d'indemnisation individuelle qui a été mis en place, je vous ai posé la question, donc, quelle est la dotation et les actions qui seront financées, puisque bon, nous avons, comme vous le savez, auditionné les agriculteurs. Donc il y a 180 exploitations concernées et pas 90, ou alors j'ai mal entendu ce que vous disiez, Monsieur Gérlinger. Par ailleurs, effectivement, il n'y a à ce stade que 3 litiges devant les tribunaux, mais pour autant les procédures amiables ne sont pas toutes conclues, et donc comme elles ne sont pas toutes conclues, on ne sait pas s'il ne pourra pas y avoir, on ne le souhaite pas, hein, mais qu'il puisse y avoir d'autres litiges devant les tribunaux. Et comme nous avons également auditionné les syndicats agricoles, et nous les avons auditionnés de façon très plurielle, puisque nous avions Coordination Rurale, nous avions la FNSEA et la Confédération Paysanne, ils ont exprimé tous, chacun dans leurs mots, des inquiétudes par rapport à ces compensations, et puis compensations financières, bien entendu, mais également les compensations et les contraintes qui vont entraîner la construction de cette autoroute, notamment sur des questions de remembrement, de partage de ces exploitations et donc de difficultés ensuite d'exploitation pour rejoindre telle ou telle parcelle. Ensuite, toujours pour vous, Monsieur Balderelli, vous avez fait état alors attendez, non, c'était plutôt Monsieur alors, on dit Gerlinger ou Gerlinger, parce que excusez-moi, parce que j'estropie peut-être votre nom depuis le début, donc c'est peut-être très déplaisant, j'imagine. Gerlinger ou Gerlinger? Moi j'ai dit Gerlinger. Ah bah non, si vous dites Gerlinger, on va dire Gerlinger, il faudrait quand même pas... Ah bah non, mais il faut dire comme il dit, lui. Voilà, donc Gerlinger. Ben, c'est l'orthographe qui nous trouble, parce qu'évidemment, le G suivi du E, en principe, on dit je, donc voilà. Vous cachez bien votre je, voilà. Donc, sur les sujets concernant les aménagements, sans jeu de mots, bien entendu, Monsieur le Président, sur les
questions qui ont été posées également, hein, Monsieur Balderelli. Donc il y a la question 4 et la question 5 sur les études d'impact du projet autoroutier. Donc l'autorité environnementale avait rendu un premier avis sur l'étude d'impact en 2016. Moi, j'aimerais bien savoir comment cet avis a été pris en compte pour la rédaction du cahier des charges et puis quelles études complémentaires ont été réalisées avec et après la sélection du concessionnaire, puisque on découvre, mais on le savait un peu déjà, qu'en fait le concessionnaire s'est mis dans la position d'être le sélectionné très en amont. Et donc je vous poserai la question, est-ce que c'est une pratique habituelle de ce que dès 2018, pour un contrat qui a été signé en 2022, donc pendant 4 ans, vous vous êtes mis en position d'être le sélectionné, au risque de ne pas l'être. Donc potentiellement, on se posera la question dans la troisième partie également avec les appels d'offres. Et enfin, Monsieur Balderelli, sur les études de trafic, est-ce que ces études ont été actualisées puisqu'elles ont des conséquences évidemment au niveau environnemental. On verra ensuite qu'elles ont des conséquences également au niveau financier et au niveau du tarif, mais ça c'est la deuxième et troisième partie. Et si ces études ont été actualisées à ce stade et aujourd'hui, est-ce que vous avez véritablement pris en compte les effets, au-delà de la question de ce que vous nous disiez du flux libre, des motorisations qui vont ou pourront impacter le volet environnemental et en tout cas la production de CO2. Tant que j'y suis comme ça, je vais passer pour parler pour Monsieur Guerlinger. Donc, je vous ai posé la question effectivement du montage dès 2018. C'est une pratique habituelle de se positionner 4 ans avant sans être du tout certain d'être sélectionné. Et on le vérifiera par rapport aux appels d'offres, bien entendu. Vous avez indiqué et vous avez affirmé que la comparaison au niveau environnemental, en tout cas entre la RN 126 et l'autoroute, et vous avez, je le dis entre guillemets, on en a reçu la démonstration, mais à partir de quelle étude vous avez reçu cette démonstration-là, puisque c'est une étude que je demande au service de l'État, qui ne m'a pas été communiquée et que je leur redemande de me communiquer. Donc vous, de quelle façon avez-vous pu avoir cette démonstration sans avoir la communication de l'étude qui était en 2006 ou 2007, à l'appui du choix qui a été fait par le ministre, M. Perben, de décider de l'autoroute plutôt que de la RN 126 et de son élargissement en 2 fois 2 voies potentiellement, puisque c'était ça qui était demandé en tout cas par les élus locaux. Ensuite, sur les éléments biffés, vous me parlez de l'annexe 12, je ne sais plus où j'en suis, 12, en me disant les éléments biffés. Donc, pourriez-vous m'expliquer sur quelle base juridique vous vous appuyez pour opérer ce type d'opération, puisque vous le savez très bien que c'est un sujet qui a créé de la polémique et qui a créé des interrogations. Et donc, sur quelle base juridique vous vous appuyez pour vous permettre de biffer ce type d'annexe, alors même qu'elles vous sont demandées et que la transparence vous est demandée. Et parfois, c'est le défaut de transparence qui est l'inquiétude et qui crée la contestation. Vous le savez très bien puisque vous le vivez au quotidien. Je pense avoir terminé sur l'ensemble de mes questions pour l'instant. Merci. Merci Madame la rapporteure. On est d'accord sur la réponse aux questions, c'est simplement sur le volet environnemental. Ou est-ce que vous voulez... Vous avez été très large dans vos questions, qui ont un peu dévié, si je puis m'exprimer, sur les volets à intervenir. Donc, Alors moi je souhaite qu'on en reste sur le volet environnemental, mais comme vous avez fait état de volets qui seront étudiés après, c'était pour vous prévenir qu'on en reparlera ultérieurement. Nous cloisonnons, donc vous avez compris. On cloisonne, comme ça on est plus... Monsieur Balderelli pour vos réponses. Merci. Aucun problème pour cloisonner et on répondra à toutes vos questions. Alors, à titre de teasing, puisque Madame la rapporteure a fait un peu de teasing sur les questions qui viendront, je peux vous affirmer que le processus concurrentiel a été efficace et cette concession attribuée dans le cadre d'une concurrence extrêmement féroce par les différents candidats qui étaient présents. Si le candidat qui a in fine été lauréat, Tosca, a fait un pari en 2018, c'était un pari risqué puisque la concurrence a été intense. Alors, pour revenir aux questions qui ont été posées, le 1% paysage, développement et cadre de vie, vous souhaitez que j'y revienne. Alors, dans la réponse écrite qui sera faite au questionnaire, on rappellera l'ensemble des références réglementaires
en vigueur. En l'occurrence, c'est une instruction du gouvernement. Donc, c'est pas un texte, une instruction du gouvernement, c'est un texte qui n'a pas une valeur normative, réglementaire, c'est une instruction qui prévoit que dans le cas des aménagements du réseau routier national, et plus particulièrement dans ceux sur le réseau concédé, c'est le contrat de concession qui prévoit le montant qui est affecté à ces enjeux. Donc cette instruction du gouvernement fixe des conditions extrêmement précises sur les opérations qui peuvent être retenues. Donc on n'est pas sur des opérations du concessionnaire, hein, donc on est vraiment exorbitant des opérations du concessionnaire. On a des enjeux de visibilité ou de co-visibilité par rapport à l'emprise de l'autoroute qui sont une conséquence du droit du péage, c'est-à-dire que comme ces opérations sont financées dans l'équilibre global de la concession, et donc d'une certaine manière par le péage, on a besoin, le péage étant une redevance pour service rendu, il faut qu'on ait un lien avec le service rendu, donc on a ces obligations de co-visibilité. Et par ailleurs, comme ce sont des opérations qui sont portées par des tiers, ce qui est assez classique d'ailleurs en matière de subvention, la contribution du concessionnaire est plafonnée à 50% du montant de l'opération. Autrement dit, si on a une opération, par exemple, la réfection d'une place de mairie qui est dans des conditions de co-visibilité par l'autoroute, la collectivité elle va apporter au moins 50%. Et donc les règles qui sont précisées par les services de l'État dans le cadre de l'instruction du document cadre vont préciser quel type d'opérations sont éligibles avec quelle clé de financement. Donc le concessionnaire n'apporte d'une certaine manière que les financements. Si on n'a pas d'opération portée et qui respecte les critères de la convention cadre et qui représente un montant de financement à hauteur de 500 000 euros, le concessionnaire dépensera moins que les 500 000 euros qui sont prévus, les sommes qui n'ont pas été dépensées étant par ailleurs reversées aux personnes publiques qui ont apporté la subvention d'équilibre. Donc, dans tous les cas, le concessionnaire dépensera 500 000 euros. L'objectif, c'est que le maximum de cette enveloppe soit dépensé pour accompagner des opérations qui sont en co-visibilité et qui respecteront les règles de la convention cadre, alors qui n'est pas encore élaborée par l'ADREAL, mais qui doit être élaborée. Si, par extraordinaire, on atteignait ce plafond, la contribution du concessionnaire est plafonnée. Donc le montant qu'on fixe, on le fixe pour que... Alors l'objectif, c'est pas que les collectivités apportent par voie de subvention publique des sommes et puis qu'il leur soit rendu au bout de quelques années par le concessionnaire parce que les sommes n'ont pas été dépensées. Donc on essaie de positionner le montant à ce qu'on estime raisonnable et par rapport au précédent qu'on constate. Donc dans le cadre du contournement de Strasbourg, on avait fixé ce montant à 500 000 euros, également par référence à des précédents. Et donc le montant de 500 000 euros pour un territoire comme celui qui est concerné, nous sommes une enveloppe raisonnable et nous verrons bien lors des bilans si cette enveloppe a été surdimensionnée ou sous-dimensionnée. Il ne nous semble pas qu'on ait le risque de sous-dimensionnement de l'enveloppe. Donc l'objectif, c'est qu'elle soit légèrement surdimensionnée pour qu'on consomme à hauteur de 80-90% et le reliquat étant reversé aux collectivités contributrices. Donc voilà, ça c'est l'esprit de cette politique. Mais encore une fois, on aurait pu ne rien mettre dans le contrat de concession. On aurait pu mettre 0. On aurait pu mettre 0 et il nous semble que c'est un enjeu d'insertion et d'accompagnement par le territoire de l'autoroute dans son territoire. Donc c'est pour ça qu'on prévoit, et c'est l'esprit de l'instruction. Mais l'instruction, si on était par exemple dans un environnement très particulier, par exemple une autoroute qui serait dans un environnement qui, pour une raison ou pour une autre, est déjà extrêmement anthropisé, ou qui se réalise avec une opération d'accompagnement urbain en zone très urbaine, par exemple. Rare de faire des autoroutes à péage en zone extrêmement urbaine, mais enfin on pourra avoir ce type d'éléments. Si on a une opération de réaménagement urbain qui accompagne le projet, en réalité on ne va pas avoir à mettre en place ce dispositif puisque l'accompagnement et l'environnement urbain sera déjà traité par ailleurs, voilà, par exemple. Bon, et donc on n'est pas obligé de le faire, on le fait lorsque les enjeux l'exigent. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, alors du coup... Si vous pouvez raccrocher... Ça répond à ma question, et donc évidemment je souhaiterais que vous puissiez nous communiquer les références de l'instruction à tout le moins, et je rappelle quand même que dans la hiérarchie des normes, certes de façon très faible, les instructions ont une valeur réglementaire. Alors je disais que c'est pas normatif dans la mesure où l'instruction se contente de préciser que
les règles dans lesquelles ce dispositif peut être mis en œuvre. Et l'instruction prévoit explicitement qu'elle peut ne pas être mise en œuvre. Donc voilà. Bon, enfin, vous verrez. Vous avez terminé votre réponse aux questions de Madame la Alors, rapporteure. sur celle-ci, oui, bah, alors, comme il y en avait plusieurs, si vous Allez-y, avez- ce que je vous propose, juste pour informer les collègues, on a des prises de position sur l'article 1er, c'est un amendement de suppression. Si vous en êtes d'accord, on suspendra lorsque le ministre prendra la parole pour nous permettre de monter dans l'hémicycle. Il a pris la parole déjà? C'est le rebond? Alors, c'est les explications de vote. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va suspendre pour permettre aux collègues de rejoindre la séance. Merci, je suspends. Il y a de l'eau disponible.